Et notre sujet de ce soir, il a été choisi, on me l'a suggéré, d'ailleurs je crois que c'est Shaines qui a suggéré ce sujet-là. Il y en a plusieurs qui cette semaine, je ne sais pas pourquoi, il y en a plusieurs qui sont venus poser des questions par rapport à on va dire, les confrontations qu'il peut avoir en apparence entre la science et la Torah. Et donc n'hésitez pas à poser des questions par rapport à des sujets que vous avez pensé et qui peuvent vous déranger. Mais pour moi, je vais vous dire tout de suite, je vous annonce ça tout de suite, c'est un sujet qui pour moi n'est pas du tout pertinent et passionnant. Parce que, au bout du compte, la science et la Torah ne se croisent en vérité jamais. C'est-à-dire que c'est deux sujets totalement différents. Et je vais essayer d'en parler un petit peu avec vous. Et après, on prendra certaines choses, certaines questions qu'on peut avoir, comme par exemple les dinosaures, la datation de la matière, de l'univers, des hommes, etc. Mais au bout du compte, d'emblée, ce que j'aimerais poser avec vous, c'est quoi? C'est qu'il n'y a jamais, mais vraiment strictement jamais, de croisement entre la Torah et la science. C'est-à-dire que quand la Torah parle d'un sujet, elle parle jamais de la science, jamais. Et quand la science parle d'un sujet, eh ben, elle parle jamais de Torah. C'est vraiment deux sujets complètement différents. Il y a un Rambam, Maïmonide, il disait que quand on voit des contradictions entre, c'est un Rambam qui se trouve dans le Pirush HaMishnayot, quand on voit des contradictions entre la science et la Torah, c'est de deux choses une. Soit on est ignorant en Torah, soit on est ignorant en science. Mais dans tous les cas, il ne peut pas avoir de contradiction. Donc, on va essayer d'expliquer. Il y a plein d'endroits dans le Talmud. Ouais. Par exemple, je donne un exemple. C'est un truc qu'on aime bien raconter. Est-ce que les sages de la Torah, du Talmud, savaient si la terre elle était ronde, etc. à l'époque où tout le monde pensait que la terre était plate? Ouais. Eh bien, il y a plusieurs textes contradictoires. Il y a des textes qui vont dire que la Terre, elle était plate. Ça laisse entendre que la Terre est plate. Il y a même des textes qui laisseront entendre que la Terre, elle était un peu bizarre. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas plate, elle était un peu comme ça, tortueuse. Bref, il y a plusieurs textes, dans le Talmud, dans les Midrashim, dans les commentateurs aussi, dans les Rishonim, etc., les Rabbanim, qui laissent entendre que la Terre, elle est plate. D'accord. Et de l'autre côté, il y a aussi d'autres textes dans le même Talmud, à la même époque, dans des Midrashim, par exemple dans le Zohar, etc., ou dans d'autres endroits où on nous dit la terre elle est ronde. Ouais. Comment deux enseignements de la Torah peuvent se contredire? Ouais. Et à ce moment-là, la question elle n'existe pas que entre la Torah et la science, elle existe aussi entre la Torah et la Torah. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire que la Terre elle est plate. Alors, est-ce qu'il y aurait une marloquette? Ouais. Une marloquette à savoir si la Terre elle est plate ou elle est ronde? C'est complètement absurde puisque, on ne peut pas avoir de marloquette objective sur ce sujet-là puisque ça relève de l'observation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu es incapable de déterminer si la Terre elle est plate ou ronde, en vérité, tu dis ce que tu veux, mais c'est de l'imaginaire. Lorsque tu pourras le déterminer, tu pourras l'observer, tu pourras le mesurer, tu pourras le démontrer, à ce moment-là, tu pourras en parler. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les sages, dans le Talmud, dans le Midrash, dans la Torah, dans les commentaires, etc., ne viennent pas en tant que scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas parler de la réalité des choses d'un point de vue matériel. Ils viennent toujours donner une description de la matière et du monde qui l'entoure, dans une perspective, de Torah, c'est-à-dire spirituelle, avec une connexion, c'est-à-dire comment eux, ils s'imaginent que le monde se connecte avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers une mitzvah, à travers une pensée, spirituelle, etc. Mais jamais, à aucun endroit, les Chachamim, et souvent ça peut être un piège, on peut se dire, ouais, tu vois, les Chachamim, ils pensaient que jamais, à aucun endroit dans la Torah, il y a des sages qui vont dire, nous, on pense que le monde, il est comme ça et les scientifiques se trompent. Jamais. D'ailleurs, même, il y a des passages dans le Talmud qui sont très étonnants, puisque des fois, on a des marloquettes sur certaines choses, certaines réalités, et on dit, mais attends, un tel, qui est un scientifique, qui n'a aucune légitimité de Torah, tu vois, il dit que c'est comme ça, donc on se plie à l'observation du scientifique.
Parce que là-dessus, on n'a aucune, comment dire, aucune chose à imposer ou à dicter. Donc, ceci étant dit, ça n'empêche pas que évidemment, lorsque la Torah nous raconte la création du monde, par exemple, dans les 5 livres, les premiers livres de la Torah, eh bien, on a une description de la création du monde qui nous apparaît comme étant, différente de celle que l'on connaît à travers la science et celle qu'on nous a enseignée dans les livres, à l'école, etc. Mais cette différence-là, elle vient du fait tout simplement que déjà, eh bien, le texte de la Torah, lui aussi, il est difficile à lire, il est difficile à comprendre et à saisir véritablement quelle est l'intention du texte. Ouais, qu'est-ce qu'il vient dire le texte, d'accord ? Donc du coup, on peut aussi se dire, bon bah non, la science a dit une chose, mais de l'autre côté, on va s'arranger avec le texte de la Torah, en vérité, c'est pas exactement ce qu'il voulait dire autre chose, etc. Je donne un exemple concret. Par exemple, qui sait à quel moment les astres ont été créés ? Dans la Torah, c'est marqué que quoi ? Que les astres ont été créés le 4e jour. 4e jour de la création, Dieu il a créé les astres. Et pourtant, c'est marqué que quoi ? Que au premier jour, qu'est-ce qu'il a créé Hachem ? Ciel, la terre et la lumière. Il a créé la lumière. Maintenant, la question qui se pose, tous les commentateurs demandent, disent, mais attends, je ne comprends pas. Comment tu as créé la lumière alors que les astres ont été créés le 4e jour ? Qui était là pour éclairer ? Quels sont les astres qui éclairaient le premier jour ? Quel type de lumière on avait le premier jour ? Donc vous voyez bien que du point de vue de la Torah, elle ne vient pas du tout résoudre un problème scientifique. Elle ne vient pas maintenant t'expliquer que la lumière qui a été créée le premier jour correspond aux astres que l'on connaît et la lumière que l'on connaît nous aujourd'hui. Cette diffusion de lumière, elle venait d'ailleurs. Il y a d'autres choses qui se trament à travers le texte, d'accord ? Bon, il y a certainement des réponses qui peuvent être matérielles, il y a des réponses qui peuvent être, totalement spirituelles. Peu importe les réponses qu'on va donner. Mais ce qui est important de comprendre, c'est quoi ? C'est de bien définir que ce que la Torah vient nous parler, elle ne vient pas nous parler de la science, elle ne vient pas nous parler de la description de la planète, du corps humain, de la matière, etc. D'ailleurs, la preuve en est, c'est quoi ? Et ça a toujours été une question pour moi très profonde, très difficile, très délicate. Comment ça se fait que Hachem, quand il a donné la Torah, plutôt que de donner la Torah, il n'a pas donné les secrets de la science ? Imaginez-vous, la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il vient au Sinaï, et il dit, voilà, je vous donne tous les secrets du monde. Il aurait pu dire, voilà, toutes les mathématiques, toute la physique, toute la biologie, tout ça, voilà, maintenant vous savez tout est marqué, tout est codé. Ça aurait été une révélation qui aurait été, beaucoup plus appréciée peut-être pour les hommes que le fait de donner une mitzvah, tu mettras les tefilines, tu mangeras kasher, etc. Quel type de révélation il y a dans le fait de manger kasher ou de mettre les tefilines ? Imaginez-vous si demain la Torah nous aurait révélé la relativité d'Einstein, 2000 ans plus tôt, avec tous les secrets, et bien tout ce que Einstein n'a pas encore trouvé. Ça aurait été, Et le Maharal pose cette question. Un des commentateurs, un des rabbanim, pose cette question et dit, non, en vérité, pourquoi Hachem il n'a pas donné les secrets de la science ? Parce que ce n'est pas le sujet. La science, c'est une chorma, c'est une sagesse qui provient d'Hachem lui-même, de Dieu lui-même. Mais Dieu, quand il a créé le monde, il a mis toute sa chorma pour créer quoi ? Pour créer de la matière. Donc en vérité, cette chorma, cette sagesse-là qui est dans le but de créer de la matière, c'est une sagesse, mais c'est une sagesse qui se réfère à la matière. Ce que Hachem a voulu nous donner, c'est quoi ? C'est une sagesse qui se réfère à la spiritualité, à l'âme, et donc à la Torah par définition. Et ça, c'est très important de comprendre que ces deux choses ne se croisent jamais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sinon, ça fait des déséquilibrés. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, je vous dis, voilà, vous mettez les tefilines, sur la tête, et vous allez mesurer, je sais pas moi, une certaine autour de la personne. Vous allez chercher scientifiquement une réaction d'énergie sur la personne. Ça existe. Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire que qu'on vient, on mesure la réaction des tefilines sur la personne. Est-ce que c'est justifié de penser comme ça ? Alors tu peux dire oui, c'est une forme de spiritualité apparente et démontrable par la science.
Eh bien, ça, c'est le Rambam dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égards, il nous dit ça, c'est une kfira, c'est une hérésie. Vouloir mesurer la manifestation d'une mitzvah dans la matière, vouloir mesurer la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans la matière, eh bien, c'est une hérésie. Par exemple, dans le Guide des Égards, je vais vous choquer un peu, il dit, est-ce qu'on peut démontrer l'existence de Dieu? Est-ce que quelqu'un ici peut démontrer l'existence de Dieu? Personne ne peut démontrer l'existence de Dieu. C'est impossible de démontrer. Ça veut dire quoi, démontrer? Démontrer, c'est de te montrer, voilà, tu vois, voilà, Dieu, voilà, tu vois, il est là. Eh bien, tu peux pas, pourquoi? Parce que rien dans la matière ne peut rendre compte de l'existence de Dieu. Tout ce que tu as à la portée de main, et au niveau de l'accès que tu as de la matière, ben rien ne peut rendre compte de sa présence, rien. Parce que ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est être certain de l'existence de Dieu, évidemment, d'accord? Parce que justement, cette matière-là, ouais, elle est l'accueil de quelque chose qui ne se définit pas dans la matière, qui ne se manifeste pas à travers la matière. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Si demain, il y a un grand scientifique qui arrive, et ça peut arriver, c'est déjà arrivé d'ailleurs dans l'histoire, un grand scientifique, un grand penseur, il vient et dit, tu sais quoi? Démontre-moi que tu existes. Ouais, démontre-moi que tu existes. Comme Descartes, voilà. Descartes, il a tenté, il y a longtemps, de démontrer son existence. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à une conclusion, ça a beaucoup été repris même par des grands commentateurs juifs de la Torah, d'accord? Il dit « je pense, donc je suis ». D'accord? C'est une démonstration, c'est le cogito, il vient et te dit « voilà, je pense, donc je suis. Si je pense, je suis. » D'accord? C'est la seule manière de démontrer mon existence. Pourquoi? Parce que tout le reste peut être, purement imaginaire. Vous savez, Descartes raconte, lui-même il raconte que quoi? Que pendant des années, il était persuadé que le fait d'être bigle, c'était un critère de beauté. Ouais, chez une femme. C'est-à-dire, pendant des années, il pensait que quoi? Qu'un des critères de beauté chez une femme, c'était de bigler. Ouais, d'avoir un œil qui tourne dans l'autre sens. C'était quelque chose, il le pensait vraiment. Jusqu'à que quoi, qu'il a intégré que quoi, que bah non, bah, chez la plupart des hommes, c'est pas comme ça. D'accord? C'est juste que toi, tu avais un problème de vision. Ouais, c'est l'imaginaire qui t'a fait croire que. D'accord? Donc du coup, il dit, bah il y a plein de choses qui peuvent me faire croire que j'existe. Le monde qui m'entoure peut me faire croire que j'existe. La lumière, le fait qu'il y ait de la lumière qui se reflète à moi, c'est peut-être purement imaginaire, mais la lumière n'existe pas. Donc il dit, la seule manière de démontrer que ça existe, il dit, je pense. Donc je suis. Si je pense, c'est forcément un critère d'existence. D'accord? Ça, c'est ceux qui pensent qu'il faut démontrer sa propre existence. Mais en vérité, si demain, il y a un grand scientifique qui te dit, voilà, tu n'existes pas, je te montre par A plus B, je te fais une démonstration, d'accord, d'un homme beaucoup plus intelligent que toi qui vient et qui te montre par des équations qu'en vérité, tu n'existes pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui dire, écoute, je comprends rien à ce que tu m'as dit, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas ton niveau de démonstration et de compréhension de la physique, mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que j'existe. J'ai pas besoin de démontrer que j'existe, je le sais, d'accord? Ça, c'est exactement la confrontation qu'il y a entre la science et la Torah. C'est deux modes de perception qui sont complètement différentes. Maintenant, une fois que ça c'est entendu, ouais, on peut parler maintenant des questions qui sont purement anecdotiques pour moi. Comme par exemple les dinosaures, la datation de l'univers, etc. D'accord? En quoi ça pose un problème qu'on te dit, voilà, j'ai trouvé des ossements de dinosaures? Aucun problème, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, oui, et alors, il y a pu avoir des dinosaures et la Torah n'en parle pas, ok? Maintenant, tu vas dire, non, mais en vérité, il y a plein de gens qui vont... Il y a des commentateurs qui vont dire le Malbim, par exemple, un commentateur du 19e siècle, ouais, il vient, il dit, non, il y a marqué dans la Torah qu'il y avait des Taninim, ouais, au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y avait des grands bestiaux marins, d'accord? Et il dit, c'était les dinosaures. Et avec le déluge, ils ont disparu, parce qu'au moment du déluge, ouais, comme les scientifiques ils pensent qu'il y a un grand météorite qui est arrivé sur Terre, ils ont plusieurs théories, ils ne savent pas trop, d'accord? Eh bien, ça a fait disparaître les dinosaures. Eh bien, effectivement, le déluge, il y en a même qui sont allés loin pour montrer que dans les différentes marques, vous savez, dans la pierre, on peut lire et on peut dater les événements qui se sont succédés à travers l'histoire, et on voit qu'il y a un moment qui a été trouble, etc., qui est rempli de soufre,
Alors on va faire des parallèles en disant, voilà, il y a eu le déluge, et le déluge a fait partir certaines espèces. D'accord? Mais tout ça n'a, comment dire, c'est très joli, c'est très beau, ça peut être juste, comme ça peut être faux. Ça n'a aucune importance en vérité. C'est-à-dire qu'en soi, ça démontre rien. Ça ne fait que dire que quoi, que bah, y a pas de contradiction. Tu peux l'expliquer. Ouais, tu peux l'expliquer. Par exemple, on va prendre plusieurs points qui sont, comment dire, très populaires. Le fait que l'homme descend du singe. Ouais. Bon. Est-ce que l'homme descend du singe? Il ne descend pas du singe. D'un point de vue scientifique, même aujourd'hui, ils ne sont pas très clairs là-dessus. Ils ne savent pas trop. Ouais. C'est-à-dire que quand je dis descendre du singe, ouais, c'est grossier même. Aujourd'hui, c'est plutôt grossier. Vous connaissez comment dire, le dessin populaire. Vous avez comment dire, un singe, et puis après, hop, il grandit, puis à la fin, ça fait un homme. D'accord? Bon. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas exactement comme ça. Il y a comment dire, des espèces au milieu. Il y a eu plusieurs croisements. Il y a eu plusieurs choses. C'est pas forcément tous les singes. C'est une espèce de singe, etc., etc. Maintenant, est-ce que cette chose-là, elle est pertinente d'un point de vue scientifique? Non. Aujourd'hui, c'est très clair. Même d'un point de vue scientifique, c'est pas pertinent. Ils savent que quoi? Comment dire, il y a beaucoup de questions, comme par exemple les chaînons manquants. Ouais. Comme il s'appelle. Comment il s'appelle Darwin, ouais. Darwin, quand il a posé sa théorie, eh bien, il a posé comme condition, c'est de retrouver les chaînons manquants. À tel point que qu'ils n'ont tellement pas trouvé de chaînons manquants dans toute la planète. Ouais, ils n'ont pas trouvé de chaînons manquants, très très peu. Ouais, seulement sur certaines espèces. Eh bien, il y a eu des grands scientifiques de renom qui ont falsifié des chaînons manquants. D'accord, qu'on a su, qu'ils les ont collés, qu'ils ont machin, qu'ils ont pris des trucs. Ils ont menti, c'est-à-dire des falsificateurs. On sait que vous regarderez sur Internet, vous vous documenterez, vous verrez que à tel point qu'on ne trouvait pas de chaînon manquant, qu'il y en a qui sont partis les falsifier. Un scientifique qui falsifie, quand même, c'est pas normal. Ouais. Et donc, la préoccupation scientifique, c'est de dire, bon, mais attends, si je nomme une théorie, ouais, j'élabore une théorie, ben, il faut que cette théorie-là elle soit justifiée du point de vue de la science et que je puisse trouver des preuves. Ouais. Eh bien, ces preuves-là n'ont pas été trouvées. Maintenant, qu'est-ce que vont dire les scientifiques? Ils disent, bon, mais on n'a pas d'autre modèle à proposer. Puisqu'on n'a pas d'autre modèle à proposer, on garde ce modèle. Ça, c'est le principe de la science. Vous regarderez toujours dans Science et Vie, qui a un journal fort sympathique de vulgarisation. Merci, Noam. De vulgarisation, eh bien, vous verrez, à chaque fois, ils vous diront, bah non, puisqu'on n'a pas d'autres modèles, d'autres propositions à donner, eh bien, on garde celle-là, même si elle n'est pas vraie. Et on est même, en France, capable d'enseigner quelque chose qui, de toute manière, de plus en plus, s'avère être faux aux enfants, à l'école. C'est le modèle accepté. Et puis, bon, bah, les maîtresses qui, de toute façon, n'ont aucune formation scientifique et qui, au bout du compte, sont, pour la plupart, des ignares comme la majorité du monde, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bon, du moins, c'est comme ça, c'est important, il faut l'enseigner, qu'est-ce que ça veut dire, machin. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que tout ce que la science va proposer relève de l'observation, relève de l'analyse. D'accord? Tu portes tes conclusions, c'est très intelligent, parce que c'est de l'intelligence. D'accord, mais c'est une intelligence qui relève de l'observation. Ce que la Torah, adresse à l'homme, ce n'est pas d'intelligence qui relève de l'observation. C'est une révélation. Donc c'est complètement différent. On n'est pas du tout sur le même champ. C'est-à-dire, si un type, il vient et te dit, non, mais la Torah, elle m'a dit que le coca, c'est pas noir. Enfin, peut-être il est pas noir, il est marron. D'accord, mais ça, c'est pas du rouge. Bah, tu dis, bon, c'est pas grave, va te coucher. Il n'y a pas à discuter, c'est rouge, ouais, il n'y a pas de contradiction. Ouais. Maintenant, il faut comprendre pourquoi la Torah elle a dit que cette bouteille, elle n'était pas rouge. Alors peut-être qu'elle a parlé sur un autre plan. Peut-être qu'elle a parlé sur autre chose. C'est pas peut-être, c'est certain. D'accord? Si la Torah vient te dire non, la Terre, elle est plate, elle vient pas te dire que la Terre est plate, c'est une évidence, parce que nous, on voit qu'elle est ronde. Alors qu'est-ce qu'elle vient dire? Tu vois, non, mais en vérité, à l'époque, ils connaissaient pas, et tu vois que la Torah, elle est fausse. Non, on parle d'autre chose. On rend compte d'une réalité qui est complètement différente. Ouais. Tu prends un type il y a 1000 ans, d'accord? Quand il regardait le soleil, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait que le soleil tournait autour de la Terre. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. C'est faux pour celui qui se retrouve être à l'extérieur de la planète Terre et qui regarde le monde d'une manière absolue. Ouais, complètement séparé du monde. Mais celui qui est sur Terre, il voit quoi?
Et il voit que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Ah, tu vas me dire, non, mais c'est pas vrai d'un point de vue scientifique. Ben non, c'est totalement vrai, parce que lui, c'est ce qu'il voit. Ah, mais j'en ai à faire maintenant si objectivement, ben, c'est en vérité la Terre qui tourne autour du Soleil. Ben, ce sera sur une autre considération, sur un autre plan, sur un autre calcul. Mais pour celui qui se trouve être sur Terre, c'est plutôt intéressant de parler que quoi que... Maintenant, si je te dis que la planète Terre, elle est plate, ben, c'est parce que c'est ce que je vois. Ah, mais est-ce qu'objectivement, elle est plate? Peut-être pas, mais peut-être qu'on parle d'autre chose, c'est pas un autre sujet. Moi, je dis, voilà, moi, ce que je vois, c'est un horizon plat, qui est devant moi, D'accord? Donc, il faut bien distinguer entre ce que tu vois, et ce que tu vis, et ce que tu rends compte de ton vécu, et de la, comment dire, du langage scientifique, le langage de la science, qui ne s'oppose pas. Les deux sont vrais, parce que ça, c'est ce que tu vois, et ça, c'est ce qui est. D'accord? Donc, ce que tu vois est aussi important que ce qui est. C'est aussi important. Maintenant, si tu en fais un débat, comment dire, existentiel, tu dis, ah, mais si la planète, elle est plate, en vérité, ça change tout, parce que il n'y a pas de juifs dans le monde, Dieu, il n'a jamais donné la Torah. C'est un problème pour toi, en vérité. C'est pas un vrai problème. C'est juste que quoi, qu'on n'est pas dans le même sujet. Maintenant, pour ce qui est de, comment dire, de la datation, ouais. Pour moi, c'est important de vous dire ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je viens et je me confronte au problème, par exemple, de l'évolution. Je dis, voilà, en vérité, on ne descend pas du singe. Ou on descend du singe. Ouais. Cette question-là, elle occulte complètement le ressenti et la perception, qui est une perception totalement juste, une perception de totale vérité, ouais, qui quelque part, rendrait ridicule l'idée même qu'on descend du singe. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais au zoo. J'étais au zoo, à Jérusalem, ouais, avec mes enfants. Ils étaient petits. On allait souvent au zoo à Jérusalem. C'était une des seules sorties qu'on pouvait faire à Jérusalem. Et, et donc, on va à ce fameux zoo qui est magnifique, un très grand zoo, un beau zoo, vraiment réputé, connu. Et là-bas, il y avait une dame, d'accord, qui avait des petits singes. Il y avait des petits singes comme ça. Des petits singes qui sautaient partout, etc. Et elle avait un squelette de singe. Et il y avait des enfants qui se sont attroupés autour de cette dame qui présentait le singe, le fameux singe, je ne me rappelle plus le nom du singe. Et elle expliquait aux enfants, vous savez les enfants, le singe, il est très intelligent. Et moi j'étais à côté, j'écoutais. Et j'avais mes enfants qui assistaient à ce drame. C'est un drame. C'est-à-dire que quand une personne te dit, vous savez, le singe est très intelligent, tu dis la référence de l'intelligence, eh ben, elle fait peur. Tu dis, bon, à un moment donné, j'espère que bon, ça va être relativisé. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle continue. Elle dit, vous savez, le singe est très intelligent, il a plein de, comment dire, de capacités, il nous a montré que, et même parfois, il est plus intelligent que l'homme. Alors là, j'ai dit, mais c'est pas possible de dire une chose pareille. C'est-à-dire que, comment, c'est quoi le critère? Donne-moi un exemple où le singe est plus intelligent que l'homme. Donne-moi un exemple. Je veux un exemple. Eh bien, par exemple, comment dire, quand il est confronté à une noix, machin, etc., hop, il est capable d'utiliser un outil, de le casser. Bon, et ça le rend plus intelligent qu'un homme, ça? C'est-à-dire, il est astucieux et donc il est plus intelligent. C'est quoi l'intelligence? Donc, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Tu dis non, il est intelligent et nous, en fait, il y a une évolution et nous, après, on est devenu aussi intelligent que lui. Quoi? C'est quoi l'intelligence qu'on a eue de... Qu'est-ce qui a découlé? On est capable de monter une voiture, de mettre de l'essence. C'est quoi? C'est quoi l'intelligence? De quelle intelligence tu me parles? La seule intelligence que l'homme a et qui est une vraie intelligence, c'est sa capacité de parler, de donner des mots. Et ces mots-là, ils sont capables de rendre compte de choses qui n'existent pas dans le monde. Que matériellement, on ne peut pas les recevoir. Donc toi maintenant, comment tu peux me dire qu'il y a un lien entre un singe et un homme? Ah, tu dis non, mais j'ai trouvé un lien, parce que génétiquement parlant, il y a des séquences qui se ressemblent. Donc moi, bête et discipliné, ouais, vous connaissez l'histoire, je vous l'ai raconté plusieurs fois. Il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence par analogie, et il y a la véritable intelligence, par réflexion, par déduction, d'accord? Imaginez-vous demain, ouais, vous passez devant une boulangerie, de bon matin, où la boulangerie vient de préparer ses croissants. Il y a une odeur de croissant incroyable. Ouais, cachère, parce que sinon, on n'a pas le droit de sentir. Ouais, non, et comment dire, et donc, tu arrives devant la boulangerie, tu sens une odeur de croissant comme ça, attirante. Et tu rentres dans la boulangerie, et dans la boulangerie, il y a une musique. Au même moment où tu sens l'odeur des croissants, il y a une musique. Cette musique, c'est quoi? C'est, je sais pas, n'importe laquelle, Michael Jackson. D'accord? Donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Tes sens associent
la musique de Michael Jackson avec l'odeur du croissant. Ok. Maintenant, toi, tu sors de la boulangerie, tu kiffes ton croissant, tu t'en vas, hop. Des années plus tard, tu te retrouves être dans une rue à aucun rapport, pas à Montpellier du tout, à New York, ouais. Et tu entends la musique de Michael Jackson que tu as entendue au moment où tu es rentré dans la boulangerie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de croissant. Tu as envie de croissant. Alors maintenant, imagine-toi un scientifique qui arrive et dit « En vérité, tous ceux qui écoutent la musique de Michael Jackson, auront envie de croissant. » Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Et pourtant, les deux, l'un et l'autre sont liés. C'est juste que l'imaginaire a associé les deux. Les sentiments, les sensations ont associé les deux. Mais est-ce que pour autant l'un et l'autre sont liés? Non, pas du tout. C'est ton imaginaire qui a que ça. D'accord? Eh bien, il y a plein de choses comme ça qu'on associe bêtement. On dit, voilà, tu sais quoi, j'ai vu des séquences de gènes qui se ressemblent. Donc, moi, je dis, ça découle de ça. D'accord? Maintenant, on peut faire encore une fois, on peut faire une démonstration scientifique de la non-validation de la théorie de l'évolution. Tu peux, il y en a plein qui sont experts là-dedans. Il y a des très bons rabbinim qui savent très bien faire ça. Ils ont des vrais cours de ça. Mais, au bout du compte, est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Est-ce que ce ne serait pas mieux de se dire qu'à un moment donné, tu arrives à faire la distinction entre un singe et un homme, tout simplement, et que les deux ne peuvent jamais se rencontrer, c'est impossible. Ah, tu vas me dire, oui, mais en vérité, ils se ressemblent. Ben oui, bien sûr qu'on se ressemble, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux te ressembler, mais est-ce que vraiment on se ressemble? Il y a des années-lumière entre un singe et un homme. Tu te rends compte ce qu'on est capable de faire? Il y a les scientifiques qui se posent la question, ouais, de savoir comment le langage, la parole est arrivée dans le monde. Ouais, donc, bien entendu, puisqu'ils sont coincés avec le schéma que Darwin a donné, donc ils sont obligés de trouver des solutions. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en fait, le singe, à l'origine, ouais, comme lui, c'est le premier qui a commencé à manipuler les objets et à associer les objets avec les utilisations qu'il pouvait en avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a entendu des bruits. Il a créé des bruits autour de lui. Et ces bruits-là, il en était attentif. Par exemple, quand tu prends une pierre et que tu la tapes sur une noix de coco parce que tu as faim et que tu veux manger ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes la noix de coco, ça fait poc, poc, poc. Ouais. Et donc, au départ, qu'est-ce qui se passe? Ben, le singe, quand il entend poc, 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 la pierre, il a appelé poc, poc, poc. Ouais. Et puis, au fur et à mesure de quoi, ben, il entend un bruit, une pierre sur une pierre, et bien, il entend un chat. Et donc, il améliore le langage, la description de la pierre. Et à un moment donné, le poc, c'est devenu une pierre. Ouais. Et c'est comme ça que le langage serait né. Vous pouvez vérifier, ce que je vous dis, c'est pas pour blaguer. C'est l'absurdité de l'obsession à vouloir justifier une théorie. Ouais. Et donc, du coup, tu me dis, attends, mais bonhomme, comment tu peux te dire que le langage est qu'un accident? C'est qu'un accident? Alors, matériellement, tu l'as expliqué. Tu as expliqué que oui, il y a des bruits et tout ça, et qu'on a élaboré un langage. Mais est-ce que le langage, c'est que des bruits? C'est que des pocs? Ouais. Bonhomme, tu peux parler des choses qui... Tu te rends compte ce qu'on est capable de faire avec la parole? Je peux t'amener dans une réflexion hyper profonde de l'être et qu'il n'y a rien dans le monde qui puisse en rendre compte. Je peux élaborer une abstraction totale d'une réalité à partir du langage. L'homme peut voyager dans des réalités où aucun être dans ce monde, matériellement, en est capable. Et tu viens et tu me compares le langage du singe avec le langage de l'homme? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est capital. C'est-à-dire, cette question-là, elle ne devrait même pas exister. Elle ne devrait même pas exister. Mais bon, ok, on a le droit aussi de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, ok, alors quand tu viens, tu me dis, oui, mais il y a des dinosaures. Il y a des dinosaures, ouais. Et alors? Et regardez même, je vais vous dire même mieux que ça. Un truc que vous avez déjà entendu et qui est totalement faux, mais alors, du point de vue de la Torah, je parle. Je ne parle pas du point de vue de la science. La science, ce n'est pas mon domaine. Ouais. Quand, par exemple, on parle des dinosaures, ils ont trouvé des autres dinosaures. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, non, mais en vérité, ouais, Dieu, il a créé le monde, il a créé plusieurs mondes. Avant notre monde, il a essayé plusieurs mondes. Et donc, il y a des restes des anciens mondes. C'est-à-dire qu'il a fait des mondes, il les a construits, il les a détruits. Il les a construits, il les a détruits, jusqu'à créer notre propre monde. Et donc, en vérité, ce qu'on a retrouvé ici, c'est des restes des anciens mondes. Vous avez déjà entendu ça, je suis sûr. Oui? Sacha, tu en as déjà entendu parler de ça? Ouais. Bon. Alors, ce texte-là, il existe.
C'est un texte qui existe dans les, comment dire, dans les quoi? Plein de gens disent ça. Il n'y a pas que des rabbins. Il y a plein de gens qui disent ça. Ouais. Quelle est la référence? La référence, elle, comment dire, elle vient du Harizal. Le Harizal, il nous dit que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y a eu plusieurs mondes qui ont été créés et détruits. Créés et détruits. Ouais, c'est une période dans la création où tous les mondes que l'on construisait ne restaient pas. Matériellement, ils n'étaient pas en capacité de rester. Donc, ils se détruisaient, ce qu'on appelle la destruction des vases, les vases qui se détruisent et qui laissent des débris dans notre monde. D'accord? Maintenant, nous, on est allé chercher une théorie comme quoi le monde que l'on connaît, nous, aujourd'hui, eh bien, en vérité, c'était pas ces mondes-là. Mais en vérité, non, pas du tout. C'est-à-dire, quand le Harizal parle de ça, il parle de quoi? Il parle de notre monde à nous. Dans notre monde à nous, il y a des mondes eux-mêmes. Pour arriver à celui-là, mais c'est exactement le même monde, il y en a qui sont construits, il y en a qui sont détruits. Donc forcément, si il y a des traces de dinosaures, c'est dans notre monde. Et les dinosaures sont arrivés bien tardivement dans le monde que l'on connaît. D'accord? C'est pas des choses qui vous intéressent. Mais en vérité, au bout du compte, ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est l'imaginaire, combien il joue. L'imaginaire, c'est l'objet le plus dangereux qui puisse exister. C'est-à-dire que tu vas interpréter des choses, tu vas t'imaginer des choses, tu vas construire des choses. Et en vérité, au bout du compte, tu ne seras jamais dans la réalité des choses. Ce qui compte, c'est quoi? C'est d'aller chercher l'intériorité des choses. Aller comprendre les choses en fonction de ton vécu et de ce que tu perçois. Et ça, c'est la base de tout. Après, si tu rentres dans le domaine de la science, alors oui, tu as intérêt à décrire les choses telles qu'elles sont pour tous. Ouais. Mais lorsqu'on te parle de toi et de ton âme, on ne peut pas rendre compte de la même réalité des choses parce que ce que tu perçois est bien réel, mais il est réel en profondeur, pas en apparence. D'accord? Maintenant, un truc marrant, et je termine sur ce dernier point qui pose aussi problème pour les gens, c'est la date de la création du monde. Vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de datation. Ouais. Il y a la datation au carbone 14, pas que le carbone 14 derrière, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de dater. Il y a la datation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la datation par la mitochondrie. Ouais, la mitochondrie, c'est je ne sais pas comment dire ça de manière très scientifique, mais c'est une cellule qui produit de l'énergie dans le corps de l'homme dans les cellules. Ouais, dans les cellules. Maintenant, eux, ils arrivent à dater. Je ne connais pas comment ça fonctionne dans les détails. J'ai déjà vu ça dans les articles de la recherche et compagnie. Mais vous verrez, vous pouvez regarder sur Internet. Ouais, eh bien, on peut dater, par exemple, les hommes, les êtres vivants, ceux qu'on Lucie, celle qu'on a retrouvée. Ouais, eh bien, on peut la dater en fonction de sa mitochondrie, voir exactement à quelle date elle est. Maintenant, il y a d'autres formes de datation. Toutes ces formes de datation-là, carbone 14, mitochondrie, etc., à un certain seuil, elles sont, elles sont pas totalement efficaces. On peut les contredire. Elles sont, approximatives, d'accord? Donc, bon, déjà, mais en soi, même si elles étaient exactes, elles posent aucun problème. Pourquoi? Parce qu'une des choses qui est très simple, c'est quand Dieu il a créé le monde, il n'a pas créé un monde qui avait 0 ans. Ouais, quand il a créé l'homme, Adam Arishon, c'était un vieux monsieur déjà. Ouais. C'était un vieux monsieur du point de vue de la matière, du point de vue de son corps, du point de vue de son âge également. Il n'est pas né à 0 ans. Ouais. Sinon, on aurait eu du mal à le faire marcher et à lui parler, etc. D'accord? Donc, et le monde que Akadosh Baruch Hu il a créé, il n'a pas créé des pousses, il a créé des arbres bien gros, bien larges. Vous connaissez comment on calcule l'âge d'un arbre? Ouais. On lui casse son tronc, on regarde au milieu, on calcule. Bon, quand Akadosh Baruch Hu il a créé les arbres, il les a créés bien âgés. Ouais, ils étaient déjà bien en chair. Donc là, déjà, sur ça, bon, vous comprenez combien c'est vide. Ça veut dire, il n'y a même pas c'est même pas intéressant en vérité. Ouais. Là où ça devient, plus compliqué, c'est sur la datation par éloignement des étoiles et des planètes. Ouais. C'est-à-dire que les scientifiques, aujourd'hui, ça varie, on n'est plus à 1 milliard près d'années. L'univers aurait entre 13,7 milliards d'années-lumière et 15,8, je crois, ou un truc comme ça. D'accord? Bon, comment ils ont fait ça? Eh bien, ils ont, capté
les lumières fossiles de l'univers. Ils sont allés chercher le rayonnement de ces lumières d'origine, qui sont les lumières de la première explosion du Big Bang, que à ce moment-là, il y avait des restes, des résidus de lumière qui sont les vieilles lumières de la création. Et ils ont aussi également démontré la théorie du Big Bang. Vous savez comment ? En fait, je suis en train de parler d'un sujet que vous connaissez même pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression que... Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un... C'est quoi la question que tu avais, en fait, Shaines Ouais, sur le... L'explication de... Tu sais, les 6 millions d'années, quand on a 6 millions de... Ouais. Ah, ok. Comment dire, quel est le... comment le Big Bang il a été démontré? Parce que ça aussi, c'est une question scientifique. À savoir si l'univers, il a commencé un jour ou pas. Est-ce que l'univers est éternel? Aristote, dans la physique d'Aristote, à l'origine, qu'est-ce qui se passe? Il pensait que l'univers était éternel. Il n'a jamais eu de commencement. D'accord? Le monde, la matière, n'a pas de commencement. Il est éternel. Bon, il y a quelques années, depuis Kant, on commence à dire, bon, Aristote, il est gentil, mais c'était pas complet. Ce qu'il dit, c'est faux. D'accord? Donc, depuis Emmanuel Kant, on a remis en question un petit peu ce modèle. D'accord? Et avec le temps, les scientifiques, ils sont aussi partis sur des théories. Et la fameuse théorie du Big Bang. Début XXe siècle, on commence à théoriser 1930 à peu près, approximativement. On commence à dire, voilà, c'est possible que l'univers, il a bien commencé à une date précise. Il y a eu un moment, un commencement. Vous imaginez, dire qu'il y a un commencement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a création. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, on reconnaît qu'il y a création. Le problème, c'est quoi? C'est que depuis 1930, on ne l'avait pas montré. On ne pouvait pas le montrer. C'était qu'une théorie. Maintenant, en 1965, on a démontré qu'il existait des résidus de chaleur dans l'univers. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Dans cette salle, imaginez-vous cette salle, on la chauffe, on met du chauffage. D'accord? Là, tout à l'heure, il y avait du chauffage, je ne sais pas si on l'a arrêté. Il y a encore le chauffage? Il y a du chauffage. Maintenant, tout le monde quitte la pièce, on éteint le chauffage. Ok? Tu reviens dans 2 heures. Mais il n'y a plus de chauffage, ça ne chauffe plus. Tu vas sentir qu'il y a encore un peu de chaleur par rapport à dehors. C'est ce qu'on appelle un résidu de chaleur. Il y a une empreinte de chaleur qui se fait. Maintenant, plus le temps va s'écouler, plus cette empreinte va disparaître. Normalement, elle est censée tomber à 0. Et bien, dans l'univers, il y a une empreinte de chaleur, ce qu'on appelle un résidu de chaleur. D'accord? Je ne me rappelle plus le degré, je crois que c'est 2, quelque chose degrés, qui reste partout dans l'univers. On mesure qu'il y a ces 2 degrés qui sont là. Donc, les scientifiques ils ont dit, s'il y a un résidu de chaleur dans tout l'univers, qui est identique, qui est exactement la même température, alors que normalement ça devrait être à 0, eh bien qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est les résidus de chaleur de la première explosion du commencement de l'univers. Et ce jour-là, la théorie du Big Bang a été acceptée par la majorité des scientifiques. D'accord? C'est comme ça que la théorie du Big Bang a été démontrée. Et c'est comme ça également qu'on a, par la même occasion, démontré que le monde, il a été créé. Non, on ne dira pas que c'est Dieu. Vous connaissez les frères Bogdanov? Bon. Eh bien, les frères Bogdanov, ils ont écrit un livre il y a quelques années sur ce sujet-là, en montrant qu'effectivement, il y a bien une création et un créateur, mais pour eux, c'est peut-être, la mathématique ou autre chose. Bon, bref, on pourra toujours, s'échapper de Dieu. Dans tous les cas, il y a un créateur. D'un point de vue scientifique, la création a eu lieu. D'accord? En tout cas, pour la grande majorité des scientifiques. Maintenant, dans l'éloignement des planètes et l'éloignement de cette lumière, on mesure 15 milliards. Tu vas dire, mais quoi? Alors, pourquoi 15 milliards? On n'a que 6 000 ans. Le monde, il a été créé il y a 6 000 ans. Ouais, un peu moins. 5 785. Ouais, comment ça se fait que tu comptes 15 milliards d'années? 2 réponses. Première réponse, toute simple. C'est-à-dire que tu ne te prends pas la tête et tu viens et tu dis, mais en fait, Dieu, il a créé le monde comme il veut. C'est-à-dire, il a fait exploser, il a mis comme il voulait. C'est de la création. Donc la création, tu la modélises au moment où tu la crées comme tu en as envie. Après, tu peux dire, non, mais en fait, il a répondu à des règles scientifiques, etc. Peut-être, ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais attends, tu sais quoi? Il y a un monsieur qui s'appelait Einstein, qui, dans les années 1920, il a démontré la théorie de la relativité. Et que dit la théorie de la relativité? Un truc incroyable. Quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Einstein l'a démontré par des équations. Ouais, les équations de culture.
de Lorentz. Ouais. Il a démontré, comment dire, comment dire, par ses équations, que quoi? Que plus tu avances vite, plus ta vitesse est grande, et moins tu as de masse, et plus ton temps s'écoule lentement. Ouais, c'est montrer que quoi? Que la masse, le temps, et la vitesse, par conséquent, sont liés. D'accord? Donc, du coup, bah, ça implique énormément de choses. Par exemple, si vous êtes sur la Terre, étant donné que l'accélération, c'est qu'on appelle ça, la gravité, étant donné que la gravité varie en fonction des planètes et de la masse, eh bien, le temps ne s'écoule pas de la même manière sur toutes les mêmes planètes. Sur le Soleil, le temps peut s'écouler un petit peu plus vite que sur la Terre, parce que sa masse est beaucoup plus importante. D'accord? Donc, lui, il a démontré que quoi? Que le temps était relatif. Mais pire que ça, il a montré un truc de fou. Il a démontré que quoi? Que à la vitesse de la lumière, vous voyez par exemple, vous êtes dans ce train, d'accord, qui avance à 120 km/h. Orlan, t'es avec moi? C'est bon? Regarde, on va faire un exercice pratique. On va pas rester théorique parce que sinon ça va pas le faire, d'accord? Donc du coup, j'ai ce train qui avance à 120 km/h. Moi, j'avance à 60 km/h. D'accord? Donc moi, je vois le train avancer à combien de kilomètres/heure? Je répète. Ça, c'est les types d'exercices qu'on faisait quand on était en CE1 et qu'on demandait à nos parents de nous aider. D'accord? Donc, je suis dans ce train qui avance à 120 km/h. Je suis dans la voiture à côté qui avance à 60 km/h. Je vois le train avancer à combien de kilomètres/heure? 60. Mais oui, Orlane. D'accord? Puisque moi je vais à 60 et que le train va à 120, bah, étant donné que quoi, je suis dans un environnement qui va à 60, donc je vois le train arriver à avancer à 60. Par contre, celui qui est sur le pied de la gare et qui regarde les deux, bah, il voit la voiture avancer à 60 et le train avancer à 120. D'accord? Maintenant, imagine-toi, j'ai un train qui va à la vitesse de la lumière. D'accord? J'ai un train qui va à la vitesse de la lumière. Et à côté, j'ai une voiture qui va à 200 000 km/s. Donc un peu moins que la vitesse de la lumière. Ouais. Normalement, je devrais voir la lumière avancer à 100 000 km/s. Parce qu'il y a une différence de 100 000. La vitesse de la lumière, elle est à 300 000 km/s. D'accord? Donc, kilomètres. Kilomètres/seconde. Non, les amis, purée. Non, mais il faut se cultiver, les gars. C'est 300 000 km/s. D'accord? Voilà. C'est vous, les étudiants, c'est pas moi. Moi, ça fait longtemps que j'ai passé mon bac, ok? Donc, la lumière, elle va à 300 000 km/s. D'accord? Maintenant, quand tu vas à 300 000 km/s, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas à côté à 200 000 km/s. Tu as un vaisseau qui fonce à 200 000 km/s. Ok? Donc, tu es censé voir la lumière qui se déplace à 300 000 km/s à 100 000 km/s. Démonstration scientifique? Eh ben non. La vitesse de la lumière, une fois que tu l'as atteinte, n'importe quel référentiel dans lequel tu te trouves, tu la verras passer à 300 000 km. C'est pas un truc de dingue? C'est-à-dire qu'il y a une absoluté de la vitesse de la lumière. Maintenant, je vous dis quoi? Je vous dis, voilà, vous savez quoi? Ça, c'est un truc génial. Ouais, 300 000 km/s. Ok. Maintenant, quand tu vas à 300 000 km/s, qu'est-ce qui se passe? Le temps s'arrête et la matière n'existe plus. Donc là, on a un truc de dingue, c'est quoi? C'est que les mecs disent « Ouais, mais Dieu, c'est n'importe quoi, c'est dans ta tête, c'est complètement théorique, t'es un fêlé. » Ouais, mais scientifiquement, on a montré, l'AVDIL, bien entendu, on ne va pas confondre les deux, d'accord? Mais on a montré que quoi qu'il existe dans la matière des choses qui sont absolument à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer en fonction de son référentiel, donc il est absolu, il n'a pas de matière, il n'a pas de temps, il est éternel. C'est marrant, ça rappelle certains critères qu'on connaît bien. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que si ça existe dans la matière, imaginez-vous qu'est-ce qu'il existe avant la matière. D'accord? Ça, c'est du point de vue de la science. Du point de vue de la science. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Akash Baruch Hu, il a créé le monde, ouais, pour les scientifiques, quand il y a eu l'explosion du Big Bang, eh bien, cette explosion, c'était une concentration de matière tellement intense que quand elle a explosé à la vitesse de la lumière. Il y a eu ce qu'on appelle un épanchement de l'univers, c'est-à-dire l'univers s'étend, d'ailleurs, d'après la théorie, il grandirait encore, d'accord? Eh bien, il s'étend à la vitesse de la lumière. À l'origine, à la vitesse de la lumière. Mais bien sûr, cette vitesse, elle diminue avec le temps. D'accord?
Maintenant, à l'origine, puisqu'il s'étendait à 300 000 km/s, vous imaginez la matière à 300 000 km/s, qu'est-ce qui se passe? Le temps, il est à combien? 0. Bah, le temps, il ne s'écoule pas. Maintenant, imagine-toi une journée de 24 heures à ce moment-là. Il faut que la vitesse de la lumière, elle diminue un petit peu, tu vois. Eh bien, en vérité, dans les 6 jours de la création, le temps que l'univers s'étende jusqu'à la création de l'homme, bah, tu peux très bien imaginer, avec la théorie de la relativité, que les 6 premiers jours qui se font 6 fois 24 heures, eh bien, ça s'étend aux 13 milliards d'années que l'on connaît, nous, aujourd'hui, pour nous, dans notre référentiel à nous. Mais en vérité, du point de vue, du temps, il ne s'est pas écoulé que 6 jours. Tu peux avoir une seconde qui dure 1000 ans, du point de vue de la relativité. Ça dépend de ta vitesse. D'accord? Donc forcément, les 6 premiers jours, l'homme, il n'était pas créé, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, bah, il s'en est passé des choses. D'accord? Donc du point de vue, c'est là où je veux vous dire que tous les secrets de la matière, toute la, tout le côté énigmatique de la matière, ouais, eh bien, ne pose aucun problème pour la Torah. Parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent énormément, même du point de vue de la science. D'accord? Et il y en a un qui s'est amusé, un monsieur qui était très scientifique et qui a voulu être précis. Il a fait cette démonstration. J'ai le tableau, moi je ne l'ai pas en tête, mais je peux vous le donner, un de ces 4. Ouais, il a montré en calculant précisément les 6 jours de la création correspondent à 15,4 milliards d'années. Et c'est 6 jours, 24 heures. Il a montré premier jour tant d'années, deuxième jour tant d'années, avec la diminution de la vitesse, de l'épanchement de l'univers, etc. Il a montré que quand on arrive au 6e jour, on arrive à 15,4 milliards d'années. D'accord? Et qui sort. Tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est vraiment, pour moi, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Mais ce qui est intéressant d'entendre et ce qui est intéressant de comprendre, c'est quoi? C'est que il n'y a pas de contradiction, évidemment qu'il n'y en a pas de contradiction entre la Torah et la science. Et à aucun moment on a le droit de les opposer. C'est complètement absurde. Pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est un non-sens. Il a créé un monde qui matériellement et scientifiquement correspond à l'accueil de la volonté qu'il veut lui donner. Et deuxièmement, c'est parce que l'homme, il est limité. Quand il met une théorie en place ou quand il démontre quelque chose, eh bien, il faut avoir quand même un petit peu de modestie et comprendre qu'on n'a pas forcément tous les détails et qu'on ne peut pas affirmer de manière absolue que les choses sont comme ça et qu'elles contredisent des principes qui sont éternels et des principes qui sont, du point de vue de la révélation de Dieu, comme quelque chose d'absolu. À un moment donné, il faut plutôt réfléchir à comment comprendre la Torah, plutôt que d'aller chercher et de se dire non mais la Torah elle avait tort, en fait il savait pas, etc. Ouais. Bref, est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent? Je sais pas, j'ai vu, il y avait, je me rappelle plus avec qui je discutais. Apparemment il y aurait un prof à la fac de droit qui se serait excité sur ce sujet et qui aurait embêté des gens. Je ne sais pas combien des enseignants en droit sont scientifiques, mais après, on peut prétendre à tout. Hein. Il y a bien des rabbins qui se prétendent être scientifiques, je ne sais pas. Bref. Des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent dans la vie par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine dans votre progression religieuse? En tant que juif, vous vous sentez dérangé par la science? Alors? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans la science, justifie le fait de ne pas faire la Torah? Ok. Ben voilà, j'ai fait le tour, je crois. Hein. Il y avait d'autres sujets qu'on a loupés? En fait, c'est souvent la même chose. T'as rien qui montre l'intérêt d'eux, mais t'as rien qui montre non plus que c'est pas intéressant. Exactement. Comme même les plus grands scientifiques du monde s'accordent à dire on ne peut pas prouver que Dieu existe, mais on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Exactement. Mais pourquoi? Parce qu'on ne parle pas sur le même plan. Tu ne peux pas prouver quelque chose qui ne se mesure pas. Mais la science, c'est aussi un support par la Torah, par exemple. Bien sûr. Les fouilles archéologiques qui prouvent qu'il y a des etc. Oui, mais ça c'est autre chose. Là, tu parles de fouilles archéologiques qui montreraient qu'il y a bien une présence
mais humaine, matérielle, tu vois. C'est historique. C'est-à-dire que soit David Ameller qui est passé par là et il a son sceau, soit il n'est pas passé par là, mais ça aussi tu peux pas le démontrer parce que c'est possible que tu n'as rien trouvé. Tu n'as pas trouvé son passage, c'est tout. Mais l'archéologie, c'est plutôt découvrir le passage de quelque chose. Mais matériel, pas spirituel, matériel. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y a un intérêt à vouloir démontrer qu'un texte, tu vois, par exemple, aujourd'hui, il y a des auteurs comme Shlomo Sand et compagnie qui sont des historiens et qui vont réinventer l'histoire. D'accord ? Parce que, comment dire, ils sont plutôt intéressés à vendre l'histoire d'une telle manière plutôt qu'une autre manière. Mais il y a des textes juifs qui parlent de quelque chose de manière évidente depuis 2000 ans, qui ont été acceptés dans le monde entier, et puis toi, tu arrives, tu dis non, mais en fait, moi, j'ai une autre histoire à raconter. Bon, t'es inintéressant, en vérité. Inintéressant. Les choses ont déjà été racontées. C'est comme si demain, tu arrives, tu as dit non, en fait, Louis XVI, il n'a jamais existé. Ces trucs de guillotine, c'est du baratin, on l'a pas décapité. Bon, ben, va montrer que tu as tort. Ben, tu peux pas. Et qu'est-ce qui va montrer que tu as tort ? Il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. On est 300 ans plus tard, il n'y a personne qui va te dire « Ah si, j'étais là, moi, quand... Non. C'est quoi ? C'est les écrits et les témoignages de bouche en bouche et générationnels. Donc c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire, t'arrives, tu viens, tu veux changer l'histoire. Ben non, dégage, l'histoire, elle est là. Maintenant, tu verras que dans 1000 ans ou 2000 ans, les gens diront ouais, Louis XVI, pas sûr. Hein. Tu vois, des gens qui guillotinent des gens. Moyen l'histoire, tu vois. Ben, c'est sûr. La Shoah, parce qu'ils sont intéressés en plus. Ils sont intéressés. Allez, vas-y.